Joliette. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord témoigner à cette Chambre là, mon bonheur et la chance que j'ai de pouvoir parler sur C15. C'est le 3e bâillon et je me considère comme très chanceux de pouvoir prendre la parole en cette Chambre, étant donné le peu de temps qui nous reste pour en débattre. Je vous rappellerai que lors du premier bâillon, celui contre les travailleuses et travailleurs de l'aéronautique, qui vient modifier la loi d'Air Canada, aucun député du Bloc québécois n'a pu prendre la parole parce qu'on ne s'est pas rendu au 34e, au 34e tour pour débattre. Donc, je vais utiliser de façon judicieuse le temps qui m'est attribué. Premier point que je vais aborder sur C15, c'est la question des paradis fiscaux. La question des paradis fiscaux, le gouvernement se targue de dire on met 444 millions, qui est un montant important, pour débusquer les fraudeurs, les bandits qui utilisent les stratagèmes des paradis fiscaux. Malheureusement, le problème des paradis fiscaux, pour l'essentiel, ne se trouve pas chez ces bandits, chez ces fraudeurs, mais réside dans le fait que l'utilisation des paradis fiscaux est légale et les modifications ont été faites par voie réglementaire et ce qui fait qu'on se retrouve, par exemple, avec 200 milliards d'actifs d'investissement canadiens dans les 10 principaux paradis fiscaux, 80 milliards au premier paradis fiscal en importance, la Barbade. Je ferai une allégorie, une comparaison. C'est comme si dans une maison, il y a 2 problèmes de plomberie. Il y a un robinet qui fuit, puis il y a le chauffe-eau qui a explosé. Là, ici, le gouvernement sort l'artillerie lourde pour régler le robinet qui fuit, ce qui est louable, sauf qu'il faudrait d'abord s'attaquer au problème du chauffe-eau. Et je rajouterais que l'expertise qu'a le gouvernement sur la question des paradis fiscaux est notable. Si on prend, par exemple, là, le ministre des Finances, a une entreprise qui a des filiales aux Bahamas et au Delaware. Aussi, le ministre des Finances a contribué à rédiger les règlements destinés à l'industrie d'assurance pour les Bahamas, le Belize, la Grenade et les îles Turques et Caïcos. Donc, autant de paradis fiscaux qui peuvent attirer les assureurs canadiens, québécois là-bas et se soustraire à l'impôt. Vous avez au gouvernement une connaissance fine du fonctionnement des paradis fiscaux, une connaissance de ce problème. Vous savez comment ça fonctionne. Vous devriez faire preuve de magnanimité, de générosité et d'en faire profiter le gouvernement pour justement régler ce problème-là. Aussi, le secrétaire parlementaire au ministre des Finances, je rappelle que son ex-associé, qui connaît très bien, lui aussi est présent dans les paradis fiscaux aux îles Turques et Caïcos. C'est pas d'hier. Vous avez un historique de connaissance des paradis fiscaux. On se souvient l'histoire des bateaux de l'ancien ministre des Finances, Paul Martin, qui sont enregistrés dans une île antillaise. Un long historique, une bonne connaissance. S'il vous plaît, faites-en profiter à la Chambre pour qu'on règle le problème des paradis fiscaux. Ce n'est pas les bandits le problème, c'est au niveau légal, les règlements qui ont été changés sans jamais que la Chambre se penche sur le problème, sans jamais qu'il y ait un vote d'adopter là-dessus. Donc, Monsieur le Président, j'exhorte le gouvernement et ses députés à régler le problème des paradis fiscaux. Là, dans ces 15, on parle de 75 pages d'amendements à la loi de l'impôt et ses règlements. Rien pour régler la question de la réglementation. Il y a beaucoup à faire. S'il vous plaît, agissez. Vous connaissez ça. Sinon, les députés du Bloc vont voter contre le projet de loi C15 pour d'autres raisons. Il y a la question des paradis fiscaux, il y a plusieurs autres éléments. C15 fait 177 pages. On l'a lu attentivement, on l'a analysé en détail. Rien de bien nouveau, ça reprend pour l'essentiel ce qui est annoncé dans le budget qu'on avait aussi bien étudié. Le budget et C15 ne répondent pas aux besoins propres particuliers au Québec. Il n'y a rien pour les villes pour aider les secteurs de pointe. Donc, le budget et C15 n'appuient pas les régions urbaines du Québec. Rien pour les régions rurales, rien sur l'agriculture, la forêt, rien sur les pêcheries. Pour nous, l'occupation du territoire puis pouvoir avoir de l'activité économique puis des emplois en région, c'est important. Il aurait été important de donner, évidemment, un coup de barre là-dessus. Rien pour les exclus du marché du travail, les chômeurs, ou si peu. Par exemple, là, les délais de prolongation qui sont annoncés, les bonifications des mesures visent les régions pétrolières et excluent le Québec. Donc ça, on était vraiment triste de constater ça, très, très déçus. Puis, ce que le budget et C15 font,
c'est au niveau des infrastructures, puis à ce niveau-là, ils font très mal. Il y a un modèle de financement pour transférer l'argent à Québec puis aux municipalités pour que l'argent se rende rapidement et de façon efficace. C'est le modèle de la taxe sur l'essence. C'est ce que le gouvernement, lors de la campagne électorale, avait annoncé qu'il ferait. Or, qu'est-ce qu'on voit pour l'essentiel, les 3/4 des sommes annoncées? On revient au vieux programme de Chantier Canada. On se souvient, ça avait pris 27 mois, donc plus de 2 ans, à établir un entente cadre où on se chicanait sur la grosseur des tableaux, gna. Après ça, 15 mois en moyenne par projet, encore pour avoir l'autorisation des projets, grosseur du drapeau, on veut ci, on veut ça. Donc, il y a des grosses sommes qui sont annoncées pour l'investissement qui découlent d'un endettement important. Puis tout le monde, dans toutes les provinces, les contribuables vont avoir à rembourser cette dette-là. Puis au Québec aussi, on va avoir à rembourser ça. La moindre des choses serait qu'en échange, on ait rapidement les sommes pour lesquelles on s'endette pour mettre ça à profit, pour lancer les programmes d'infrastructure rapidement. Le gouvernement en campagne électorale s'est engagé à procéder de la sorte. Dans ces 15, dans le budget, il revient là-dessus. C'est très décevant, c'est déplorable et c'est ce que je déplore, entre autres, là, ici, présentement. En plus, au niveau des infrastructures, ça, j'étais encore une fois très déçu à ce sujet-là. C'est au niveau des infrastructures sociales. Je vais retrouver, là, pour être sûr de ne pas me mêler. Bon, c'est ça. Les infrastructures communautaires, infrastructures sociales, culturelles et sportives. Imaginez-vous donc, ces sommes-là ont été intégrées à l'enveloppe de propagande du 150e du Canada. On parle, là, c'est le 2 fois plus important que le programme de commandite qui avait mené au scandale dont on se souvient. Franchement, nous, on s'en souvient. On se demande là jusqu'où va la mémoire des députés qui sont là. On retombe dans les vieux patterns, si vous me passez l'expression. Un autre élément là, tout à fait déplorable, c'est au niveau des transferts puis du financement pour la santé, pour l'éducation, puis pour les services sociaux. Ça, c'est des services qui sont donnés par les provinces. Au Québec, les besoins sont immenses. Moi, je le vois dans ma circonscription, puis partout quand on est sur le terrain. Il y a des gros besoins. On est en pleine mesure d'austérité parce que le gouvernement du Québec, comme les autres provinces, étouffe. Il n'y a plus de marge de manœuvre. La marge de manœuvre est ici, en cette chambre. Puis, il faut que le gouvernement augmente les transferts en santé. Il faut que ça revienne au moins au quart. Je vous rappelle, là, au début, dans les années 70, Ottawa finançait la moitié des dépenses en santé. Là, on coupe, ça va aller jusqu'à 18 %. Il faut que les dépenses en santé augmentent de 6 % par année pour atteindre le quart du financement. C'est la moindre des choses. C'est des services en moins à la population. Ça va mal. Il y a des problèmes. Même chose pour les services sociaux et l'éducation. Il faudrait au minimum qu'il y ait un rattrapage pour revenir là, au niveau, aux proportions des années 90, avant les coupes sauvages qui avaient eu lieu. Assurance-emploi, j'en ai parlé rapidement tantôt. Les périodes de prolongation, bien, ça s'applique à seulement certaines zones. Ce n'est pas des mesures unilatérales et le Québec y est exclu. Donc ça ramène au problème des trous noirs. Les travailleurs, ce n'est pas les travailleurs qui sont saisonniers, ce sont les emplois. Bien là, ils n'ont plus assez d'heures là, pour travailler tout l'été. Après ça, ils reçoivent leurs prestations. Puis là, après ça, il y a une période où ils n'ont plus rien pour vivre. Quand on a besoin de l'assurance-emploi pour avoir un revenu, on n'a pas d'argent pour épargner puis pouvoir passer à travers ce trou noir-là. C'est une grande injustice, ça doit être corrigé. Même chose pour la Caisse d'assurance-emploi. Comment ça est encore dans le fonds consolidé, n'a pas été mis à part? Cette année, là, on parle là, dans la dernière année, 1,7 milliard qui a été pigé dans la Caisse d'assurance-emploi pour aller dépenser cet argent-là ailleurs dans d'autres programmes. L'assurance-emploi, c'est plus une assurance, c'est une taxe au travail. La preuve, là, même pas 4 travailleurs puis travailleuses sur 10 qui perdent leur emploi qui ont accès. C'est plus une assurance, c'est une taxe. Chez les femmes, on tombe à seulement 1 sur 3 qui a accès, 2 sur 3 sont exclus, puis chez les jeunes, c'est encore pire.
Donc, ça fait vraiment plus son rôle d'assurer, de donner une période de transition pour se retourner puis se trouver un nouvel emploi. C'est une taxe au travail. C'est déplorable. Là, il ne me reste plus beaucoup de temps. J'en aurais encore beaucoup à dire sur l'économie d'innovation. Le Canada, c'est un des pays où il y a le moins de mesures pour la recherche en entreprise. Au Québec, on dépend de ça. On a de la haute technologie, plusieurs éléments. Les besoins du Québec ne sont pas écoutés dans C15 et le budget, et c'est pour ça qu'on va voter contre. Merci, M. le Président. Oh. Questions et commentaires, l'honorable député de Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. Merci, M. le Président. Je remercie le député de ses commentaires. Monsieur le Président, je dois dire que lorsque je regarde le projet de loi, je vois qu'il contient ce que les Canadiens ont demandé. Grâce à ce projet de loi, nous allons bonifier les allocations pour enfants, ce qui va sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Il y a aussi des mesures pour nos aînés. Le supplément de revenus garanti, par exemple. Depuis longtemps, on dit qu'il faut aider nos aînés davantage. Ce projet de loi va aider les aînés qui ont un revenu fixe et qui ont besoin d'aide. Ces programmes entreront en vigueur dès le 1er juillet. Il s'agit d'un projet de loi progressiste qui répond aux besoins sociaux. Ma question est la suivante. Le député reconnaît-il que dans le cadre de ce projet de loi de mise en œuvre du budget, que de nombreux Canadiens vont profiter de son adoption? Le député de Joliette. Oui, Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a du bon dans le budget. C'est pas tout noir ou tout blanc. Hein, on est toujours dans les nuances. Pour nous, l'essentiel est manqué, mais il y a de très bonnes mesures. Nous, on est tout à fait d'accord avec la nouvelle allocation familiale. Ça fait un impact positif et réel pour les familles. On demandait que ce ne soit pas imposable, ce l'est. C'est fantastique. Même chose pour le supplément de revenu garanti. Ça, c'est un vieux cheval de bataille du Bloc. Ça fait depuis 2007 qu'on demande ça. Donc, on est très heureux de voir ça dans C15. Hein, on avait fait des tournées et tournées auprès des personnes âgées partout au Québec. On a déposé 5 motions d'opposition en cette Chambre. On a eu 2 résolutions unanimes de l'Assemblée nationale du Québec à ce sujet. Et là, ça se retrouve dans le budget, dans C15. On est tout à fait heureux de cette annonce. Et il y a d'autres bonnes mesures, comme le rétablissement du crédit d'impôt pour les fonds de travailleurs, qui vont aider les petites entreprises qui font de l'innovation. Donc, il y a certaines mesures comme ça qui sont bonnes. Mais pour l'essentiel, les besoins du Québec, transfert en santé, la façon dont sont transférées les infrastructures, l'assurance-emploi, l'innovation et les paradis fiscaux, bien là, on manque le bateau et c'est ça qu'on dénonce en cette Chambre. Et j'espère que ce sera rétabli. Merci. Et commentaires, l'honorable député de Sainte-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon collègue pour son discours. Effectivement, il fait bien de noter que c'est un privilège pour lui de s'adresser en cette Chambre sur cette question. Parce que moi, je pense que les Québécois et Québécoises qui, en votant libéral, ont pensé voter pour le changement, ont besoin de savoir qu'ils doivent être déçus. Parce que ce gouvernement a beau avoir un discours d'ouverture et de transparence en adoptant une loi Baillon, en adoptant une loi omnibus suivie du Baillon, bien là, c'est très clair qu'on n'est pas dans le changement. On retourne dans les 10 années conservatrices dont nous venons de sortir. Il fait bien aussi de parler du problème des paradis fiscaux, parce qu'en se privant de ces revenus, nous ne jouons pas notre rôle de répartiteur de richesse. On le sait aujourd'hui, l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue. Les 100 Canadiens les plus riches possèdent autant que les 10 millions des plus pauvres. Ma question à mon collègue, en se privant de ces revenus, est-ce qu'on s'empêche d'aller beaucoup plus loin qu'on aurait dû aller? Oui, on a aidé les aînés, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y aura encore, même après ces mesures, des aînés dans la pauvreté. On aurait pu aller beaucoup plus loin sur l'assurance-emploi ou pour le soutien au développement économique de nos régions, notamment pour les PME ou en matière d'innovation.
Le député de Joliette, en 45 secondes ou moins. Oui, Monsieur le Président, je remercie ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte pour sa question. Très bonnes interventions, on est tout à fait d'accord avec ça. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Sur la question des paradis fiscaux, c'est l'éléphant dans cette pièce. Le monde, la classe moyenne, les plus pauvres, même la classe moyenne aisée, sont aux prises là, avec des marges de manœuvre limitées. Hein? Ils payent toujours plus de tarification, ils reçoivent de moins en moins de services, ce qui fait qu'ils se trouvent dans des situations où ils sont de plus en plus serrés, alors que le 1 puis même le 0,1 puis les plus fortunés, eux, bien, ils ont des règles particulières qui s'appliquent à eux, se sauvent avec la rondelle, comme on dit. Il faut que ça change, c'est inéquitable. Puis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, le supplément de revenu garanti, il faudrait que ça soit obligatoire. Merci, Monsieur le Président.